matin, Patrick Cohen. À la une ce matin, l'Italie, les populistes anti-européens au plus haut, la gauche au plus bas, mais aucune majorité possible. Rome en direct dans un instant. Au plus haut également, Renaud Lavillenie, 5,90 m et un nouveau titre de champion du monde de saut à la perche en salle. Et Alexandre Desplat, le compositeur français qui enlève un deuxième Oscar pour la musique de La Forme de l'eau. Par ailleurs, meilleur film et meilleur réalisateur avec Guillermo del Toro. Dans ce journal, le pactole de la formation professionnelle, 32 milliards d'euros que le gouvernement veut réorienter. Comment ça marche aujourd'hui? À qui profite cette fortune? Ce sera l'enquête du 8h avec Adrien Beck. Un crédit à la consommation en quelques minutes et quelques clics. Orange et la Banque Postale vont bientôt distribuer ainsi leurs prêts, nous dira Daniel Fortin. La bagarre entre Canal et TF1 qui fait perdre beaucoup de téléspectateurs à la une. Et les riverains de la prison des Baumettes à Marseille qui vivent l'enfer à leurs fenêtres. 8h15, notre invité Benoît Hamon qui rêve d'une nouvelle union de la gauche. Mais comment faire quand Jean-Luc Mélenchon vous claque la porte au nez? Et Benoît Hamon est-il prêt à descendre dans la rue pour défendre le statut des cheminots? Il sera avec nous en direct juste après le journal. En Allemagne, c'est fait. Après le vote des militants du SPD, Angela Merkel repart pour un 4e mandat d'affilée. Elle gouverne le pays depuis 12 ans et 3 mois. En Italie, en revanche, bien malin qui peut dire comment le pays sera dirigé dans les prochains mois. Les élections générales dont les premiers résultats ont été connus dans la nuit n'ont fait qu'ajouter au morcellement et à la confusion. Seule certitude ce matin, le centre-gauche au pouvoir s'effondre. 20% des voix seulement pour le parti démocrate de Matteo Renzi. À droite, Berlusconi, 13% est devancé de plus de 5 points par ses partenaires anti-immigrés de la Ligue. Et dans le même registre anti-européen, le mouvement 5 étoiles devient le premier parti d'Italie. 30% des voix, c'est beaucoup, mais pas suffisant pour gouverner. Olivier Cougar, vous êtes à Rome. Oui, c'est l'incertitude qui règne ici en Italie, car le mouvement 5 étoiles n'atteint pas la barre des 40%, le score nécessaire pour obtenir la majorité au Parlement. C'est donc désormais le jeu des alliances, des négociations entre partis qui va rythmer les prochaines semaines en Italie. Le mouvement 5 étoiles est en position de force et ne ferme la porte à aucune formation politique, comme le confirme Giulia Grillo, députée de ce mouvement. Nous sommes disposés à discuter avec toutes les forces politiques présentes au Parlement, en nous basant sur les programmes, en pointant les choses qui peuvent améliorer le quotidien des Italiens. On ne veut plus des luttes d'influence et des échanges de bons procédés. Le mouvement 5 étoiles pourrait tenter de convaincre les dissidents de la gauche ou au contraire regarder vers l'extrême droite pour créer une coalition anti-système eurosceptique avec la Lega, le parti de Matteo Salvini, qui a pourtant signé un pacte de gouvernement avec le centre droit. Désormais, la balle est dans le camp de Sergio Mattarella, le président de la République italienne, qui tentera de trouver la personne, la formation politique la plus à même de former un gouvernement. Il y a 5 ans, il s'était passé 2 mois entre le vote et la nomination d'un gouvernement, un délai qui cette fois pourrait être encore plus long. Olivier Cougar, le correspondant d'Europe 1 à Rome, commentaire réjoui de Marine Le Pen hier soir sur Twitter. L'Union européenne va passer une mauvaise soirée. La politique encore, c'est cette législative partielle en Guyane où Christophe Castaner puis Jean-Luc Mélenchon sont allés faire campagne. Le premier tour débouche sur un duel attendu entre le macroniste Lénaïque Adam, 43% des voix, et le syndicaliste David Riemann, soutenu par la France Insoumise, 35%. Second tour dimanche prochain. Europe 1, il est 8h03. Mais où passe le pactole de la formation professionnelle? La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, va présenter sa réforme aujourd'hui. Mais pour en comprendre l'enjeu, on a choisi de vous parler de cette fortune dépensée chaque année pour que nous puissions nous former, changer de travail ou retrouver un emploi. 32 milliards d'euros. Pas forcément bien utilisé, c'est l'enquête du 8h. Bonjour Adrien Beck. Bonjour. Le problème numéro 1, Adrien, ce sont les formations elles-mêmes. Oui, il suffit d'aller faire un tour sur Internet. En quelques clics, on vous propose de postuler pour devenir conseiller en agence de voyage, décorateur d'intérieur ou même fabricant de couteaux. Des formations payées par Pôle emploi et les régions dans des secteurs complètement bouchés. À cela s'ajoutent des cursus carrément bidons. Depuis septembre, Sylvain est formé pour devenir technicien informatique. 14 000 € payés intégralement par la région pour des cours inexistants. On doit le voir sur toute la semaine 2 heures. Et ça ne gêne même pas de vous dire, écoutez, revenez dans 1 heure parce que là, il fallait que j'aille faire des courses. On a quand même la documentation qui datait de 99, 2000, 2001. Personne n'est sur votre dos. Je m'attendais à quelque chose de vraiment qualifiant, en fait, où j'aurais réellement appris quelque chose. Je pense vraiment clairement avoir perdu mon temps. Et cette perte de temps que beaucoup ressentent, elle est sans doute liée au nombre astronomique d'organismes de formation en France. On en compte près de 90 000. Et oui, et vous, moi, on peut créer notre petite entreprise de formation en quelques heures. Il suffit de se déclarer administrativement. C'est ce qu'explique Jean-Pierre. Il est inspecteur de la formation professionnelle et représentant du syndicat Sud.
Vous avez simplement un formulaire CERFA à remplir avec quelques indications administratives, des documents à fournir, un CV d'un formateur qui peut être vous ou quelqu'un d'autre. Vous devez déjà avoir un premier client en sachant que vous pouvez, ce qu'on observe tous les jours, avoir un client qui signe une convention de complaisance. Donc déjà, dès la déclaration, il y a fraude. Fraude quasi généralisée selon cet inspecteur. La formation est même considérée par le ministère de l'économie comme l'un des secteurs les plus à risque en termes de blanchiment d'argent, avec presque aucune chance finalement de se faire attraper. On compte à peine 120 inspecteurs pour 90 000 entreprises. Ça représente un contrôle par entreprise tous les 50 ans. Ouais, c'est pas beaucoup. Alors face à ce constat, que peut faire le gouvernement ? Eh bien tout changer. Le ministère du Travail promet un Big Bang. Alors on verra ce qu'il en est ce matin. En tout cas, on devrait aller vers plus d'évaluation des formations qui seront mieux ciblées pour éviter les cursus qui ne conduisent pas à retrouver un emploi. On parle également d'un compte personnel de formation en euros et non plus en heures, avec 500 € par an et par salarié et 800 pour ceux qui sont les plus éloignés de l'emploi. Enquête du 8h signé Adrien Beck. Merci beaucoup Adrien. Quelques clics pour trouver une formation, vous nous l'avez montré. Et quelques clics encore pour obtenir un prêt à la consommation. C'est nouveau, ça vient de sortir. Daniel Fortin, les offres digitales de crédit vont se multiplier. Oui, c'est Orange Bank qui ouvre le bal. Il va annoncer une offre de ce type en mars prochain. Puis ce sera au tour de la Banque Postale avant l'été. Dans les deux cas, les clients pourront donc demander puis obtenir un prêt via leur smartphone ou leur ordinateur. Plus besoin de passer par un conseiller ni de fournir une liasse de documents. L'offre sera accessible pour des prêts à la consommation allant de 7 000 à 75 000 €. Il suffira d'apposer une signature électronique et le tour sera joué. Mais comment s'assure-t-on que les clients sont solvables ? Alors pour les banques concernées, ces offres s'adresseront à leurs propres clients, donc elles sont déjà censées connaître la situation financière. Mais d'autres organismes de crédit vont multiplier ce type de produits et pour vérifier que leurs clients peuvent les rembourser, eh bien ils pourront s'appuyer sur toutes les données que nous laissons à travers nos pérégrinations sur Internet. Il faut savoir par exemple qu'il y a 2 ans, Facebook a fait breveter un logiciel qui permet de définir votre profil de risque à partir des amis que vous fréquentez sur les réseaux. Le progrès, si c'en est un, est en marche. Daniel Fortin des Échos, merci. Quand on ferme un robinet, le débit est forcément moins grand, même si la pression est plus forte. Voilà l'image qui rattrape TF1 ces jours-ci. Pression maximale sur les dirigeants de la Une qui exigeaient de Canal des millions d'euros pour la diffusion de ces chaînes, des chaînes de TF1. Refus de Canal qui a donc coupé le signal, on en a parlé la semaine dernière. Eh bien résultat, samedi dernier, Emmanuel Dutheil, 1 million de personnes en moins devant The Voice. Oui, sacrée chute. On peut aussi ajouter que le 20h de TF1 a été devancé vendredi et samedi par celui de France 2 et ça, c'est rarissime. Et c'est en effet en grande partie le résultat de la coupure décidée par Canal+. Ses abonnés n'ont plus accès aux chaînes du groupe TF1 comme TF1, TMC ou LCI. Et tout cela, c'est le résultat de la guerre entre TF1 et la plupart des opérateurs. En cause, la volonté de TF1 de faire payer les opérateurs pour diffuser ces chaînes. La chaîne demande plus de 20 millions d'euros à Free ou Orange. L'argument est simple, si vous avez autant d'abonnés, c'est aussi grâce à nous TF1. La plupart des opérateurs répondent. Pas question de payer autant pour un service gratuit. Un des opérateurs parle même de racket. Chez Free, dans les couloirs, on n'hésite pas du coup à agiter la menace d'une coupure rapide pour mettre la pression. Mais aucune partie n'a intérêt à ce que ça se tende de trop. Ils ont donc tous intérêt à trouver un accord rapidement. Les opérateurs vont accepter sûrement de payer, mais sûrement pas le prix voulu par TF1. Reste donc finalement ce matin à trouver le bon prix pour que nous, on ait tous nos scènes. Oui, le prix réclamé par TF1, c'était un peu plus de 20 millions d'euros. Par an pour Orange et pour... C'est-à-dire en gros 20 fois de ce qui est payé aujourd'hui. Emmanuel Dutheil, merci. Europe 1, 8h08. En Syrie, Bachar al-Assad, sourd ou indifférent à toutes les demandes, à toutes les pressions, les bombardements ont continué cette nuit sur la Ghouta orientale, cette enclave rebelle près de Damas. 14 civils tués d'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Un premier convoi humanitaire de l'ONU est attendu dans la journée ce matin et le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, vient d'arriver à Téhéran pour une visite officielle. L'ambiance de la prison, les clameurs de la cour, les cris en cellule, comme si vous y étiez, c'est le quotidien des riverains des Baumettes à Marseille, surtout ceux des nouveaux bâtiments, les Baumettes 2, dont les fenêtres des cellules sur 5 étages dépassent largement le mur d'enceinte. Ce qui veut dire que les habitants et les détenus se scrutent continuellement. Les premiers viennent de monter une pétition pour qu'on remonte le mur. Nathalie Chevance. Depuis sa cuisine, Eric distingue l'intérieur des cellules de la nouvelle prison située à 150 mètres de sa maison. Vue plongeante sur les nouvelles Baumettes, avec ses nuisances continuelles, le jour, la nuit, des cris, des menaces.
des parloirs sauvages. Donc ce sont des hurlements qui vont de la rue à la prison et les détenus s'interpellent, discutent, mettent la musique à fond. C'est l'enfer, c'est pas compliqué. On ne mange plus dehors, j'installe des toiles d'ombrage verticalement pour cacher la vue de la cellule quand je suis sur la terrasse. Vous voulez partir ? Ah oui, complètement. Obligé de se calfeutrer, d'abandonner terrasses et jardins, et cela dure depuis bientôt 1 an, malgré les multiples appels au secours aux autorités. Sans résultat, Eliane Gasto, 74 ans, porte-parole des riverains. On ne sait pas quoi faire. On réveille le directeur de la prison. Pour moi, la solution est très très simple. C'est de faire un mur qui monterait de 2 mètres au-dessus des murs de clôture, qui nous protégerait de la vue complètement et du son. Il y a un climat d'insécurité et un climat de peur. On en a marre. D'autant que les maisons dans le secteur ont déjà perdu 30% de leur valeur, sans compter l'impact de la construction des futurs Baumettes 3 qui remplaceront les derniers bâtiments de la prison historique. Marseille, Nathalie Chevance, Europe 1. Les sports avec le retour au sommet de Renaud Lavillenie, désormais triple champion du monde du saut à la perche en salle. Médaille d'or décrochée hier soir à Birmingham, Jérôme Lacroix. Oui, sous les vivas d'un public anglais qui l'adore depuis son titre olympique à Londres en 2012. Il franchit 5,90 m et voilà en poche une 11e médaille d'or internationale en 10 ans de carrière. Peu après, sur la plus haute marche du podium, il craque, il pleure, il repense aux 2 dernières années sans titre majeur, des blessures, un accident de moto, une opération. La victoire d'hier, elle a été écrasante, une libération et une réponse à ceux qui, à 31 ans, le pensaient proche de la retraite. Je suis loin d'avoir dit mon dernier mot. Je prends toujours du plaisir. C'est trop bon d'être encore sur les sautoirs et de donner le maximum. Donc je pense qu'on va me voir encore un certain temps pour aller donner le maximum et récupérer des médailles. C'est au moins une vraie satisfaction par rapport à ça. Et Lavillenie à nouveau surpuissant. Toutefois, il y a un duel qui continue. C'est le duel pour l'histoire avec un grand H, avec l'immense Sergueï Boubka. Alors le Français, il y a 4 ans, a chippé à l'Ukrainien le record du monde de la perche, un saut à 6,16 m. Mais avec 3 titres mondiaux en salle, Lavillenie en compte un de moins que Boubka. De quoi motiver encore Lavillenie, l'insatiable. Jérôme Lacroix, merci. On va rester sur les sommets dans les étoiles avec les Oscars à Hollywood et le sacre cette nuit d'un film qu'on peut admirer en France depuis 2 semaines en salle. La forme de l'eau de Guillermo del Toro, meilleur film, meilleur réalisateur. Mathieu Charrier, vous avez suivi la soirée des Oscars. Oui, c'est rare qu'un film d'ailleurs remporte ces 2 prix les plus prestigieux. Alors il faut bien dire que cette histoire d'amour entre une femme de ménage muette et une créature amphibienne était ultra favorite de ces Oscars. Résultat, 4 statuettes donc et un discours engagé de Guillermo del Toro. Je suis un immigré comme de nombreuses autres personnes. Notre civilisation a pour objectif d'abattre les frontières. La forme de l'eau qui va aussi à notre compositeur français Alexandre Desplat, son 2e Oscar pour cette bande originale que l'on entend. Ensuite, Gary Oldman reçoit son premier Oscar de meilleur acteur, mérité tant il est incroyable en Winston Churchill dans Les Heures sombres. Dunkerque de Christopher Nolan repart avec 3 statuettes. Enfin, James Ivory, 89 ans, Oscar du meilleur scénario. Ça paraît dingue qu'il a attendu si longtemps tant sa carrière est riche, de Maurice à Chambre avec vue en passant par Les Vestiges du jour. Et puis on l'attendait 5 mois après l'affaire Weinstein. Frances McDormand a reçu son 2e Oscar de meilleure actrice pour 3 Billboards et a demandé à toutes les femmes de la salle de se lever. Alors, regardez autour de vous, mesdames et messieurs, parce que nous avons toutes des histoires à raconter. Invitez-nous dans vos bureaux dans quelques jours, et là, on vous en parlera. Et puis, petite déception pour nous Français, Visage Village d'Agnès Varda et JR n'a pas reçu l'Oscar du meilleur documentaire. Les votants lui ont préféré l'engagement d'Icar qui dénonce les rouages du système de dopage russe et symbole fort. Il est produit par Netflix. Merci à vous Mathieu Charrier, vous revenez à 9h. À tout à l'heure. Vous serez bien aimable. Europe 1.